Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. La vie politique n'a jamais été un long fleuve tranquille, et c'est fort heureux. Elle suit les décisions du suffrage universel, lui seul exprime la vérité démocratique du moment, que l'on soit gagnant ou perdant. Pour ma part, j'ai remporté de nombreuses élections. Élu conseiller général en octobre 1988, maire en 1989, 1995, 2001, 2008 puis en 2014, député en 1993, 1997, 2002, 2007, et accompli au total 5 mandats communaux et 5 mandats législatifs. Je fus heureux de ces victoires, et je crois pouvoir dire que j'ai rempli mes mandats du mieux que je pouvais. Le 18 juin 2017, je me suis retrouvé dans le camp des perdants, emporté par la vague Macron. La défaite a été brutale. Je n'ai pourtant été gagné ni par le ressentiment ni par l'amertume, ayant le sentiment qu'elle dépassait ma personne. Je n'ai pas pris pour moi un échec qui a balayé la quasi-totalité des députés sortants de droite et de gauche. Qu'il me soit permis de remercier toutes celles et tous ceux qui m'ont soutenu dans mon action, en m'accordant leur confiance. Dans la victoire comme dans la défaite, je reste serein et suis animé par la même conception de la politique. Il convient dans tous les cas, de regarder les réalités en face et ne pas biaiser ni avec les événements ni avec soi-même. C'est le temps de l'analyse. Les causes de la défaite sont multiples et puisent loin dans le passé, mais elles résultent avant tout du rejet de certains responsables politiques, de la déception vis-à-vis d'une certaine classe politique. Chacun doit pouvoir se forger aussi une idée des enjeux véritables de l'action poursuivie par le président français et son gouvernement. L'action menée par le président de la République débouche sur une remise en cause délibérée de la démocratie représentative. Certains experts dénoncent le système Macron, qui ne serait en réalité qu'une pyramide posée sur la tête, une pyramide qui repose sur la pointe, comme le relève Jérôme Jaffray dans le Figaro du 12 octobre 2017. Là est le danger. La disparition des corps intermédiaires, communes, départements, la concentration du pouvoir dans une administration technocratique à la botte du président de la République. Ce n'est en rien une révolution démocratique. Il s'agit bien plutôt d'un recul phénoménal des droits des citoyens, de la démocratie représentative. Son action traduit en outre une conception romantique de l'Europe, obsolète et utopique. C'est l'impasse de la solution d'une Europe fédéraliste qui s'apparente à une fuite en avant et que nos partenaires, au premier chef l'Allemagne sommée de prendre en charge financièrement la solidarité européenne, sont loin de partager. Prétendre réformer la France pour refonder l'Europe se heurte donc à des obstacles de taille d'autant que la présidence Macron fait face à une double incohérence. Incohérence politique avec des hommes opposés dont les idées sont incompatibles, sauf à faire fi de leurs propres convictions. Incohérence économique en l'absence d'une politique fiscale, industrielle ou d'investissement adaptée, sous la contrainte du carcan européen. Telle est la quadrature du cercle. Il est urgent de changer de logiciel politique et économique. Prétendre sublimer la souveraineté nationale dans une souveraineté européenne est une chimère. Souveraineté et démocratie sont consubstantielles l'une à l'autre. Il existe 2 lieux de la démocratie, la commune et la nation. C'est en restaurant la souveraineté de la nation, en gardant la maîtrise de nos décisions que nous rendrons la crédibilité à la politique, et que nous ferons de la démocratie, du gouvernement du peuple par le peuple, une réalité pour nos concitoyens. La nation ne signifie pas un repli sur soi-même, bien au contraire. Rétablir notre souveraineté, c'est redonner les moyens juridiques et politiques à la France pour décupler son action sur la scène internationale où par son histoire, son génie propre, elle doit retrouver son rayonnement et son rang. Partie 1. Marabout fait de la politique, l'envoûtement. Chapitre 1. Dans un fauteuil. En décembre 2016 et même en janvier 2017, allant et venant dans la 5e circonscription des Yvelines, nombreuses furent les personnes rencontrées qui me manifestaient leur sympathie, ajoutant avec assurance connaissant ma volonté de me représenter à la députation, « Vous allez être réélu dans un fauteuil, vous n'avez pas de crainte à avoir. » À chaque fois j'ai répondu, fort d'une expérience bien nourrie, « Je ne connais pas une élection qui ressemble à une autre.
Il s'agit là d'une vérité d'évidence. À chaque élection, certains épisodes bousculaient les certitudes et exigeaient de réagir pour l'emporter. J'avoue cependant que je croyais la victoire certaine au terme d'un travail d'opposition sans faille contre les gouvernements de François Hollande, et surtout une présence sur le terrain reconnue par tous. Il n'était pas rare que l'on me dise « On vous voit toujours, c'est bien », établissant parfois des comparaisons avec d'autres élus. Au niveau national, je me suis passionné pour l'exercice de mon mandat comme le montre le classement de médias selon lesquels j'ai été au cours de la législature le 35e député le plus actif et le premier dans les Yvelines. Lors de la campagne, en dehors de quelques personnes qui m'ont déclaré sans détour ne pas vouloir voter pour moi, l'accueil fut généralement bon, ne laissant rien présager du résultat. Le résultat fut brutal, manifestement. Quelqu'un avait retiré le fauteuil, nombre de mes collègues et moi-même nous sommes-nous retrouvés le cul par terre. Qui avait retiré le fauteuil? Est-ce cet inconnu comme des dizaines d'autres inconnus qui l'ont emporté contre des députés chevronnés jugés indéboulonnables? À l'évidence, non. Toutefois, lors de cette élection, la transparence des candidats de La République En Marche a été sublimée par le phénomène d'hologramme Macron. Le candidat à la députation s'appelle Emmanuel Macron, et c'est lui et lui seul qui l'a emporté, notamment dans toutes les circonscriptions fiefs des députés Les Républicains dans les villes dites bourgeoises. Voilà qui paraît a priori légitime, puisque le président de la République doit avoir une majorité parlementaire pour gouverner, c'est l'esprit des institutions de la Ve République. Aussi légitime soit-elle, cette victoire est claire et sidérante. Chapitre 2, le fauteuil bascule. Ce qui devait être une élection dans un fauteuil, s'est terminé par un gigantesque coup de balai en faveur d'Emmanuel Macron. Cette réalité sans appel exige un examen lucide et sans faux fuyant de ses causes. La primaire ou un joli jeu de massacre. Devant l'impossibilité qu'un candidat LR s'impose naturellement, l'idée des primaires devait permettre de choisir sur une base élargie le candidat idéal, belle illusion. L'organisation des primaires des Républicains, après moult discussions entre les tenants de primaires restreintes au sein du mouvement des Républicains ou ouvertes à tous les sympathisants de droite et du centre, a donné lieu à une belle empoignade entre amis de moins ou plus de 30 ans. Nicolas Sarkozy avec son talent de tribun voyait dans Alain Juppé l'homme à abattre, puisqu'il était en tête des sondages. Comment? L'amitié que Bayrou nourrissait pour Alain Juppé était l'angle d'attaque parfait. Bayrou n'était-il pas l'homme qui fit perdre la présidentielle à Nicolas Sarkozy en 2012 et permit l'élection de François Hollande? Cibler cette proximité politique Juppé-Bayrou était en effet pour le maire de Bordeaux un handicap certain, et de nature à l'affaiblir aux yeux de la droite et du centre, ce dernier étant alors fortement anti-Hollande. Mais les attaques à l'encontre de Juppé via Bayrou omettaient un aspect important. Nos électeurs de droite nous disaient, et plus nombreux qu'on ne le dit, surtout ne nous ramenez pas Nicolas Sarkozy. Ces offensives ont affaibli le maire de Bordeaux et l'ont fait baisser dans les sondages, mais elles n'ont pas servi Nicolas Sarkozy toujours victime d'un délit de sale gueule, aux yeux d'une grande partie de notre électorat. En revanche, elles ont servi François Fillon qui apparut alors comme le nouvel homme tranquille de la droite républicaine, offrant aux Français une sérénité de bon père de famille, avec un projet politique certes de rigueur, mais l'image du candidat l'emportait alors sur son projet. Suprême habileté et vacherie, le candidat Fillon porte l'estocade à Nicolas Sarkozy par son fameux « Qui imaginerait le général de Gaulle mis en examen ?» lors du discours de rentrée qu'il prononça le 28 août 2016 dans son fief sartois. Lorsque j'ai entendu cette attaque, j'ai fait part à mes amis proches de ma complète désapprobation car elle portait un coup fatal à l'unité de notre famille politique. Et j'étais loin de me douter à quel point. François Fillon gagne alors la primaire avec une mobilisation sans pareille de nos électeurs dans nos bastions. Plus de 30% du corps électoral se sont déplacés à Maisons-Laffitte et au Vésinet, faisant la queue sous la pluie, le tout organisé par des bénévoles, du jamais vu. Bref, sur le plan national, la primaire fut un succès et la victoire de François Fillon tout autant, suscitant un formidable espoir sur une victoire à la présidentielle. Coup de tonnerre.
La primaire se termine le 27 novembre et François Fillon lève le pied en voulant laisser les Français passer les fêtes de fin d'année, loin des préoccupations politiques. Il n'en faut pas plus pour que les attaques contre son programme de redressement, jugé trop dur, se multiplient. Vainqueur de la primaire, il est désormais l'homme à abattre. François Fillon gagnera la primaire sur une image de probité. C'est cette même image de probité qui va l'emporter à la suite des révélations du Canard enchaîné, qui dénonce l'emploi présumé fictif de Pénélope, sa femme. La femme d'un élu vit toujours, employée ou non par lui, en symbiose avec l'action publique que son mari conduit. L'effectivité de son concours est souvent impalpable et peut aller de la tenue de son agenda à des conseils. Mais dans le cas de Pénélope Fillon, ces déclarations selon lesquelles elle n'intervenait pas dans l'action de son mari jouèrent contre lui. N'étant pas juge, François Fillon étant présumé innocent, je me garderai de toute conclusion sur l'effectivité ou non de son emploi. Mais les accusations du palmipède eurent un effet dévastateur sur la campagne de François Fillon, que les médias résumèrent au bruit des casseroles de quelques militants gauchistes, qui accueillaient régulièrement le candidat à chacun de ses déplacements. Une affaire bien montée. Je le redis, je ne suis pas juge et je me garderai de conclure sur le fond de l'affaire, emploi fictif ou non. Toutefois, l'opinion publique jugea que l'attitude de François Fillon, sa défense maladroite, dénonçant les boules puantes d'une campagne électorale tirée vers le bas, ses déclarations sur ses revenus insuffisants, son acceptation d'un don pour un costume de très bonne qualité, ont miné l'image de probité du candidat favori de l'élection présidentielle. François Fillon a certainement été d'une grande imprudence et d'une insigne maladresse. Mais un point important, le couple Fillon n'a jamais fraudé le fisc. C'est là un point important qui me conduit à émettre une hypothèse sur la source de l'affaire. L'ensemble des renseignements sur la situation du foyer Fillon n'est consigné que dans une seule administration, le service fiscal qui établit l'impôt du couple. C'est à Bercy que certaines personnes habilitées peuvent consulter les déclarations fiscales. Il suffisait alors d'instruire ce cher palmipède dont les révélations ont toujours une certaine crédibilité. Changer de candidat, le plan B. Face aux attaques en règle et malgré de nombreuses pressions, le candidat Fillon résiste et refuse de se retirer au profit d'Alain Juppé. On sait aujourd'hui qu'il hésita jusqu'au rassemblement du Trocadéro, qui fut un réel succès de soutien qui pouvait donner le change sur l'état de l'opinion publique. Certains observateurs de la presse, peu enclins à la mansuétude avec Fillon, en furent d'ailleurs ébranlés. Dans le même temps, des sources socialistes laissaient entendre que Fillon allait gagner malgré tout. C'est ce que plusieurs députés socialistes frondeurs me confiaient alors, à quelques jours du premier tour. Il est facile de refaire l'histoire, et certains ne s'en privent pas, mais pour moi, je n'étais pas persuadé que changer de candidat était la solution idoine. Alain Juppé a bien sûr la stature d'un chef d'État, là n'est pas la question. Mais son positionnement politique plus au centre pouvait-il rassembler dans un premier tour, avec plus de 7 candidats, tous les électeurs de droite ? Rien n'est moins certain. L'électorat de droite s'était d'ailleurs déterminé en faveur de Fillon. Son départ éventuel aurait créé un rejet, un ressentiment contre tout nouveau candidat LR. Inutile de refaire l'histoire, les dés étaient jetés. Des magistrats pressés. Le parquet financier, quelques heures après la publication du Canard enchaîné, ouvre une enquête. Des perquisitions sont menées à l'Assemblée autorisée par le président Bartolone, au mépris de la séparation des pouvoirs. Je l'ai vertement critiqué sur une radio, il me l'a reproché mais il ne se sentait guère à l'aise. Chapitre 3, une étonnante victoire. Alors que le piège se referme inexorablement sur François Fillon, un nouveau venu Emmanuel Macron fait irruption dans le débat présidentiel et l'emporte nettement. Il n'est pas inutile de retrouver les étapes de cette victoire car elle porte en elle-même nombre d'interrogations, voire de fortes contradictions, source de faiblesse certaines. Un jeune homme pressé. En 2004, Emmanuel Macron sort de l'ENA et intègre l'Inspection générale des finances. En 2006, il adhère au Parti socialiste. En 2008, il entre à la banque Rothschild et devient associé gérant en 2010. En 2012, il est nommé secrétaire général adjoint de l'Élysée.
Le 26 août 2014, il est nommé ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique. En avril 2016, il fonde son parti politique, En Marche. Le 30 août 2016, il annonce sa démission du gouvernement. Le 23 avril 2017, il arrive en tête au premier tour de l'élection présidentielle avec 24,01% des voix. Le 7 mai 2017, il remporte l'élection présidentielle avec 66% des suffrages exprimés. La participation s'est élevée à 74,56% contre 77,77% au premier tour. 8,25% de bulletins blancs, 3% de bulletins nuls ont été recensés. Ce sont plus de 4,085 millions d'électeurs, ce qui correspond à 11,52% des votants qui ont refusé de choisir, tout en allant voter. Soit 8,58% des inscrits. Emmanuel Macron recueille 43,60% des inscrits. Marine Le Pen, 22,40% des inscrits. La victoire est nette mais la faible participation, une première dans l'histoire des présidentielles et surtout le nombre élevé des nuls et des blancs, 11,52% relativise le score final. Brutus. Cette course à la victoire en moins d'un an, d'août 2016 à mai 2017, est stupéfiante et interpelle sur ses causes objectives. Emmanuel Macron est de beaucoup redevable à François Hollande, qui l'a fait accéder en politique au plus haut niveau, au poste d'adjoint du secrétaire général de l'Élysée. Au départ d'Arnaud Montebourg, il lui succède à Bercy avec la volonté de tourner le dos à la politique de son prédécesseur en matière industrielle. Ces nominations, il les doit à des soutiens sûrs comme Jean-Pierre Jouyet, qu'il aurait remarqué dès son arrivée à l'inspection des finances. Mais c'est bien à François Hollande qu'il doit de sortir de la haute fonction publique pour accéder à des postes politiques de premier plan. Dès lors, lorsqu'il franchit le pas et crée son propre mouvement politique, il démissionne de Bercy pour jouer sa propre carte. On comprend le commentaire acide de François Hollande, il a osé. Le coup de poignard politique rappelle bien celui de Brutus. Les fées généreuses. Pour créer un mouvement politique, se lancer dans la course à la présidentielle avec une chance de l'emporter, il ne suffit pas d'obtenir la signature de 500 parrainages pour se présenter, encore faut-il avoir le nerf de la guerre car une campagne coûte très cher. À l'évidence, Emmanuel Macron a bénéficié du soutien de quelques fées généreuses qui se sont penchées sur le berceau de ce jeune talent prometteur. Certes, il est difficile de donner avec certitude et précision les liens financiers entre certains grands groupes du CAC 40 et le mouvement politique d'Emmanuel Macron. Toutefois, nombre de médias et d'analystes soulignent qu'En Marche a bénéficié de multiples dons, méthodiquement recherchés et collectés. Emmanuel Macron indiqua en réponse à Benoît Hamon, lors d'un débat télévisé, en mars 2017, qu'il aurait bénéficié de plus de 32 000 dons. Des banquiers ou ex-banquiers ont utilisé leur réseau pour lever des fonds auprès des cadres de grands groupes en organisant des dîners, des déjeuners et autres réceptions. La levée des fonds s'est aussi déroulée lors de voyages aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Réussir à lever des fonds est un atout, mais il faut avoir aussi de la chance et bénéficier d'un alignement favorable des planètes. Des soutiens reconnaissants. Le 28 octobre 2014, Emmanuel Macron, ministre de l'Économie, autorise le rachat de SFR par Patrick Drahi alors que son prédécesseur Arnaud Montebourg s'y était opposé car il craignait une gigantesque évasion fiscale. Telle est la raison principale du soutien du groupe de médias Altice, propriété de Drahi. Altice possède et dirige l'Express, BFM TV et RMC. Autant de médias qui ont, à l'évidence, soutenu le jeune Emmanuel Macron. De plus, la vente de SFR à Drahi a été négociée par la banque Lazare, dirigée par Mathieu Pigasse qui est aussi propriétaire du Monde, qui comme chacun sait, a fait une campagne permanente pour Emmanuel Macron. Peu après, lorsque François Bayrou rallie Emmanuel Macron, il pose ses conditions et déclare le 22 février 2016 « Je ne céderai rien ». Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.